tous. Je précise que c'est ma première intervention publique, que je ne suis pas un conférencier, je suis juste un militant. J'écris des articles. C'est peut-être mieux de me lire, mais je vais quand même faire une petite intervention. Ce sera un peu plus politique autour de la... Ça s'intitule de la 4e théorie politique. C'est beaucoup plus politique. Et c'est des bases. C'est des bases, il n'y a pas, c'est pas des vérités tranchées, c'est des bases pour travailler, c'est plutôt un côté plutôt social. Donc, entrons dans le vif du sujet, dans un esprit de groupe de travail. En guise d'introduction, je citerai Jean Parvulesco, un extrait de la préface de son ouvrage Vladimir Poutine et l'Eurasie, Alexandre Douguine, un extrait de la préface de son livre La 4e théorie politique à Alain de Benoît, un extrait de son texte La 4e dimension. Excusez-moi si je ne vous regarde pas beaucoup, je vais surtout essayer de lire. Jean Parvulesco, j'ouvre les guillemets. Ainsi, les actuelles retrouvailles nuptiales de la Russie et de l'Europe vont-elles devoir imposer le retour sacré du vivant au sein de la communauté impériale grand continentale, ce qui, du coup, va déplacer à nouveau et définitivement le centre de gravité spirituel du grand continent. Depuis les positions matérialistes de la conspiration trotskiste soutenant la social-démocratie, finalement chassée du pouvoir partout en Europe, jusqu'à l'horizon d'une histoire encore une fois ouverte à l'intervention, aux interventions du surnaturel. Ainsi s'annonce l'avènement des temps ensoleillés, d'un nouveau grand retour révolutionnaire à l'être, à l'abandon salvateur des dominations subversives du non-être. Vladimir Poutine et l'Empire eurasiatique, c'est l'être et le retour à l'être. L'ensoleillement au-delà de la fin, ce jour viendra. Je ferme les guillemets. Alexandre Douguine, j'ouvre les guillemets, pour aborder l'élaboration de cette 4e théorie politique. Il est nécessaire de modifier l'interprétation de l'histoire politique des derniers siècles en adoptant de nouveaux points de vue, au-delà des cadres et des clichés idéologiques habituels des vieilles idéologies. De se rendre compte de la structure profonde de la société globale apparaissant sous nos yeux, de déchiffrer correctement le paradigme de l'époque postmoderne, d'apprendre à s'opposer non pas à une idée politique, à un programme ou à une stratégie, mais à l'état des choses objectifs, au tissu social apolitique même de la post-société fracturée. Enfin, de bâtir un modèle politique autonome proposant une voie et un projet dans un monde d'impasse et du recyclage à l'infini. Je ferme les guillemets. Alain de Benoît, j'ouvre les guillemets, la 4e théorie politique, celle dont le XXIe siècle a de toute évidence besoin, sera-t-elle une doctrine radicalement nouvelle ou fera-t-elle la synthèse de ce qu'il y avait de meilleur dans celles qui l'ont précédée? C'est en tout cas à l'ébauche de cette théorie que ce que l'on appelait la nouvelle droite n'a cessé depuis plus de 40 ans de s'employer. Nous allons partir d'un autre extrait du texte d'Alain de Benoît sur ce qu'il y aura à retenir ou à rejeter des théories politiques du XXe siècle pour essayer d'en tirer une synthèse. J'ouvre les guillemets, à retenir du libéralisme. L'idée de liberté, associée à celle de responsabilité, le refus des déterminismes par trop rigides, la notion d'autonomie, la critique de l'étatisme, une certaine tendance girondine et décentralisatrice, à rejeter l'individualisme possessif, la conception anthropologique d'un producteur-consommateur recherchant son meilleur intérêt, du fait de ce que Adam Smith appelait son penchant à trafiquer, c'est-à-dire sa propension à l'échange, l'idéologie du progrès, l'esprit bourgeois, le primat des valeurs utilitaires et marchandes, le paradigme du marché, le capitalisme, enfin. À retenir du socialisme, sa critique de la logique du capital, qu'il a été le premier à analyser dans toutes ses dimensions, économiques et extra-économiques, le sens du commun et l'exigence de le renouveler, l'idée que la société se définit comme un tout, le holisme, fondateur de la sociologie, la volonté d'émancipation, la notion de solidarité, l'idée de justice sociale. À rejeter l'historicisme, l'étatisme, la tendance à l'égalitarisme et à l'hypermoralisme doloriste. À retenir du fascisme, l'affirmation de la spécificité et de l'identité des peuples et des cultures nationales, le goût des valeurs héroïques, le lien entre l'éthique et l'esthétique. À rejeter la métaphysique de la subjectivité, le nationalisme, le darwinisme social, le racisme, l'ordre modal, l'antiféminisme primaire, le culte du chef et encore l'étatisme. Ne reprenons point par point que les aspects positifs à redéfinir et d'inventer ou dépasser en partant de la proposition d'Alain de Benoît. 1. L'idée de liberté associée à celle de responsabilité. Vous le savez, libéralisme et liberté, autant à voir l'un avec l'autre que la véritable démocratie et les assemblées constituantes d'Étienne Chouard, ont à voir avec les assemblées archaïques et antiques d'une certaine démocratie organique. Par contre, l'idée de liberté a tout à voir avec le fameux... Par contre, l'idée de liberté a tout à voir avec le fameux principe de souveraineté.
sa fumeuse interprétation stato-nationale néo-souverainiste, sa définition exclusive et à usage unique imposée par la dissidence mainstream. Dans les limites de l'arc républicain, des normes démocratiques et du laïcisme dogmatique, cette définition moderne de la souveraineté et de son principe est devenue un ronron incapacitant. Nous assistons à la naissance d'une quatrième théorie politique, oui, mais de philosophie néo-souverainiste, dont la vision, la direction, l'orientation, la vocation, la stratégie même consiste principalement à sauver ce qui reste ou à restaurer l'État-nation westphalien. D'une manière générale, il nous semble que de nombreux principes fondamentaux, qui sont autant de briques élémentaires et de composantes primordiales aux constructions politiques, comme les principes, concepts, idées, notions essentielles de liberté, de souveraineté ou encore de subsidiarité, sont composés des mêmes mots, mais n'auront pas le même sens pour un dissident eurasiste et pour un dissident néo-souverainiste. Il y a là un grand débat de fond à provoquer qui n'existe pas. Cet antagonisme des positions souverainistes et des positions eurasistes est déterminant pour la suite des événements. Il faut sortir, pour ne pas dire combattre, des logiques trop réalistes, pragmatiques et rationalistes, comme celles qui veulent tout expliquer et résoudre par la monnaie. Et soit dit en passant, beaucoup de mouvements dissidents nourrissent et valident la légitimité de l'économisme physiocrate et jacobin en vigueur, comme paradigme économique universel, à travers leur stratégie métapolitique, notamment dans le développement de nouvelles économies numériques et de services, donc du tertiaire, par exemple la marchandisation de la réinformation. Dans une perspective eurasiste, l'esprit intérieur de la vocation, de l'artisanat, de l'œuvre et de l'ordre, une certaine idée méritocratique du devoir et de la responsabilité, comme droit et honneur, doivent être mises en avant pour repenser les possibles en matière de liberté collective et individuelle, celle du droit du citoyen et celle des droits de l'homme. Droits de l'homme qui empiètent sur ceux du citoyen, droits du citoyen qui empiètent à leur tour sur ceux de l'être et de la communauté de l'être. L'idée de liberté dans la quatrième théorie politique, vous l'aurez compris, sera faite de ce que nous voudrons bien mettre dedans. De quelle théologie de la libération nous nous inspirerons. L'idée de liberté et la conception moderne du travail étant selon moi directement et intimement liées. Nous ne pouvons pas être libres, sauf exception, enfermés dans l'aliénation mentale des normes et des codes de travail en vigueur. La responsabilité politique d'un président, d'un roi ou encore d'un empereur devrait être telle que le trône soit vide. C'est une notion très importante, je fais un aparté, dans l'eurasisme en général. La notion d'empereur peut être même problématique pour un eurasisme européen, brièvement, et un empire ne nécessite pas un empereur. C'est des principes, voilà, mais j'en parle après. Que personne ne veuille être à cette place, cette fonction doit être créée en première instance par celui qui l'incarne. Les principes doivent présider, l'État, la nation, le gouvernement, les sénats, les chambres et les assemblées ne doivent exister que pour les faire respecter et appliquer. 2. Le refus des déterminismes. Définissons rapidement qu'est-ce que le déterminisme selon le dictionnaire en ligne Wikipédia. J'ouvre le guillemet. Le déterminisme est la théorie selon laquelle la succession des événements et des phénomènes est due au principe de causalité, ce lien pouvant parfois être décrit par une loi physico-mathématique qui fonde alors le caractère prédictif de ces derniers. Je ferme les guillemets. Rapidement, nous pouvons dire que le déterminisme relève au premier chef de la science au sens moderne, et que nous pouvons résumer le refus des déterminismes comme le fait de refuser de s'appuyer uniquement et exclusivement sur l'hypothèse que la réalité serait purement et mathématiquement causale. Hypothèse présomptueuse qui refuse elle-même tout ce qui dépasse la science des causes et que les mathématiques modernes ne peuvent pas expliquer. Refuser cette rigidité, c'est s'intéresser sans préjugé à la théorie de l'involution et de la mutation qui s'oppose ou en tout cas complète ou du moins interroge la théorie classique de l'évolution. Mutation que nous pouvons définir comme intercession divine en acte. Du point de vue de la science moderne et du corps humain, la recherche autour de ce mystère de l'intercession pourrait être circonscrite à l'étude des zones sphénoïdales et pinéales au système endocrinien. En somme, refuser le tout darwinisme pour expliquer la société et dépasser les problèmes pour comprendre notre temps qualifié. 3. La notion d'autonomie. Pas de volonté de puissance possible et possibiliste sans stratégie paramilitaire de défense civile locale et d'offensive diplomatique supranationale. C'est l'ambiguïté entre le localisme et le continentalisme. Ça n'est pas antagoniste en soi. On part évidemment du local de la base, mais ça n'empêche pas d'avoir une vision continentaliste pour la vision politique supérieure. Ouais. Donc, pas de politique sans stratégie et pas de stratégie sans logistique. À un haut niveau de lecture géopolitique militaire, la stratégie, c'est de la pure logistique. Il est important de le comprendre. C'est une donnée fondamentale dans l'analyse des rapports de force et il faut bien l'admettre. Mais nous voyons aussi très vite, justement en admettant ce fait,
en admettant un certain réalisme, l'impasse de tout baser sur un rationalisme économique, un réalisme géopolitique et un pragmatisme politique toujours plus malin que le ciel. Donc pas d'autonomie, pas de logistique. Il s'agit de redéfinir radicalement la notion d'autonomie de manière eurasiste et objective. Le réalisme n'a pas le monopole de l'objectivité. Sans moins de dépendance au système de croissance exponentielle, pas d'autonomie. Nous noterons que l'idée d'autonomie et de volonté de puissance, couplée au phénomène des nouvelles émergences, entre en collision frontale avec l'idée de décroissance et d'autonomie localiste. Il faut introduire une dimension suprarationnelle et impériomique dans la notion d'autonomie et dans les objectifs que nous nous fixerons. La réalisation d'une autonomie opérative et objective sera le fruit d'une réflexion active sur les alliances politiques possibles et possibilistes, eschatologiques et immédiates, autour d'actions corrosives qui provoquent ces alliances. Ce qui passe aussi par une critique positive et radicale de la stratégie néo-souverainiste mortifère distillée par la dissidence mainstream. Nous ne pouvons pas concevoir l'autonomie uniquement, exclusivement comme une somme de compétences et de techniques. L'autonomie n'est pas tant une addition de choses à acquérir, une liste de réserves à faire et d'objets à accumuler, mais une volonté de puissance à précipiter, une situation politique à provoquer, celle des alliances verticales que l'on contractera et des synergies que l'on opérera sous l'égide d'une quatrième théorie politique. Je ne sais plus qui disait ça, peut-être M. Stocker pourra aller. La logistique suivra. J'ai noté ça, c'est De Gaulle. L'intendance. L'intendance suivra, voilà. Il s'agit de penser certes une décroissance révolutionnaire. Nous n'aimons pas trop ce mode de décroissance. Nous préférons qu'on nous parle de recours aux forêts et de voyage dans l'espace. Mais nous ne nous égarons pas. N'empêche que pour certains antifas complotistes, Léon Degrelle a marché sur la face cachée de la Lune. Notre réflexion eurasiste ne doit pas délaisser, abandonner et mépriser les débats autour de l'écologie, au sens large du terme, mais que nous laisserons, nous, pour le moment, dans nos résolutions, aux experts. Il s'agit d'être radicalement solidaire, c'est-à-dire authentiquement pragmatique, car sans brusquer les rapports de force actuels par une voie métapolitique davantage transcendante que la réinformation, l'indignation et la dérision, et à partir d'autre chose qu'une convergence incapacitante sans volonté de puissance, et qui ne voient pas la nécessité de fonder un mythe révolutionnaire justifié, leurs voix ne seront de toute façon jamais entendues. 4. La critique de l'étatisme. Brièvement, une critique de l'étatisme est nécessaire et on ne s'en prive pas, mais elle ne revient pas à prôner une liquidation totale de l'État qui serait une validation totale et intégrale du libéralisme triomphant et sans frontières. Je pense qu'aujourd'hui, la critique de l'étatisme doit s'axer, comme cela est fait, sur sa soumission au parti, aux loges et aux lobbies, à la banque avec un grand B, mais au-delà du principe de réinformation. Mais aussi son républicanisme exacerbé, son incapacité d'être un État-nation souverain par l'effet du mauvais fédéralisme de l'UE, que les restaurateurs de l'État-nation confondent toujours avec l'Europe européenne. Le rapport entre l'État et l'individu est un débat philosophique majeur dans le monde des idées politiques. Cette question est centrale dans l'eurasisme et souvent présente en filigrane dans les réflexions d'Alexandre Dugin. 5. Une certaine tendance girondine et décentralisatrice. Il me sera difficile de résumer ici qu'est-ce qu'une politique girondine. Je n'ai pas spécialement bien compris l'essence de ce concept, si ce n'est qu'il s'oppose bien entendu au jacobinisme, mais je ne sais pas quelle pourrait être la place exacte et la traduction précise de cette tendance dans une perspective eurasiste. Ce que je peux dire, c'est qu'une politique girondine est une politique modérée. J'entends modérée au sens de juste milieu grec, radicalement et directement opposé de fait et de nature à la tiédeur et au relativisme bourgeois bohème d'un juste milieu démocratique, mais je ne sais pas si c'est le cas des révolutionnaires girondins. Une politique qui part de l'idée d'étendre le message de la révolution, bon, mais en privilégiant l'entrisme politique à la guillotine. Alléluia. Les débats sur l'opposition entre les Girondins et les Jacobins sont souvent rattachés à la question du bonapartisme et par extension du gaullisme, que certains voient comme la suite des Girondins et d'autres comme la suite des Jacobins, d'autres encore comme une dérive ou une récupération du jacobinisme par l'empire méchant contre la gentille république du moindre mal universel. 6. La critique de la logique du capital. Ça n'est pas ce qui manque de Karl Marx à Francis Cousin, de George Orwell à Jean-Claude Michat, de Michel Clouscar à Alain Soral. Nous citerons un extrait du très bon texte « Qu'est-ce que l'aliénation capitaliste ?» déniché dans le magazine Rébellion, numéro 54. J'ouvre les guillemets. Le système capitaliste, c'est cette société individualiste où se sont constitués des rapports sociaux tellement objectifs qu'ils ont pris une dépendance complète à l'égard des individus. C'est cette domination abstraite qui amène à la domination de classe et non le contraire. Dénoncer les banques et les oligarchies financières, prendre l'argent aux riches pour le donner aux pauvres ne changeront en rien les structures du système de domination capitaliste et ne mettront donc pas fin à l'aliénation. Comprendre l'aliénation, ça n'est pas en sortir. Car personne n'est en dehors de ce système et ne peut s'en faire le critique en prenant une position extérieure. Mais la comprendre,
c'est déjà faire un effort pour en prendre conscience, comprendre que cette domination a une histoire et chercher les voies permettant de la dépasser. Car il ne s'agit pas de revenir à un bon vieux temps d'avant l'aliénation, il s'agit de s'approprier ou de se réapproprier ce qui s'est constitué dans une forme aliénée. Fermez les guillemets. 7. Le sens du commun. La sensus communis, c'est les sensibilités communes, les essences qui forment la substance peuple. Le sens du commun est la synthèse en mouvement des perceptions sensorielles et leur interprétation traditionnelle, enracinée et partagée. Qui lie l'être à la communauté et la communauté à l'être, sur la longue durée, qui fait peuple. Le peuple est la cohérence naturelle et organique qui existe et que l'on peut observer entre la communauté et l'être. Ils perçoivent sensiblement les mêmes choses à partir de leur sens individuel, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et les perceptions extrasensorielles, qui entrent en cohérence et forment une sensibilité collective et historique. Il s'agit de la guerre ethnoculturelle collective et de la guerre intérieure individuelle contre tous les impérialismes de l'indistinction. Nous distinguerons donc les notions de bien commun et d'intérêt général. La confusion de ces deux notions politiques est récurrente chez nos concitoyens qui au final confondent le social, l'économique et le sociétal, les mœurs. Quand il faudrait penser une certaine totalité de la question sociale et peut-être même pas la penser par la question sociale en réalité. Pour beaucoup de gens, c'est une question que je ne maîtrise pas spécialement, je ne pourrais pas trancher. Est-ce que la question sociale a été inventée? La question se pose. Alors que le marxisme est de plus en plus dominant. L'effet de la dissidence, c'est d'avoir imposé le marxisme à droite et la question de la frontière à gauche. 8. Le holisme. Selon Wikipédia, j'ouvre les guillemets, holisme, du grec ancien holos, signifiant la totalité, l'entier, est un néologisme forgé en 1926 par l'homme d'État sud-africain John Christian Smuts pour son ouvrage Holism and Evolution. Fermez les guillemets. Selon son auteur, le holisme est la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties au travers de l'évolution créatrice. Le holisme se définit donc globalement par la pensée qui tend à expliquer les parties à partir du tout. De ce fait, la pensée holiste se trouve en opposition à la pensée individualiste, qui tend à expliquer le tout par les parties. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le holisme. Le holisme est, pourrait-on dire, une sorte de prisme, de paramètres à intégrer pour repenser le bien commun et par lequel regarder, observer le sens du commun. 9. La volonté d'émancipation. Volonté d'émancipation de l'être, qui est essentiellement un processus de libération mentale individuelle, mais qui est aussi une volonté d'émancipation collective, celle qui s'oppose au processus de domination globale, mais que nous n'opposons pas et associons même à la volonté de puissance continentale. Nous ne pensons pas que toute volonté de puissance soit du mondialisme déguisé, sinon comment pourrions-nous nous défendre du mondialisme? Nous disons que celui qui empêche le retour d'Europe, la volonté de puissance et la révolte des peuples celtes qui persistent à confondre UE et Europe et qui entretient le mythe incapacitant de la toute-puissance de l'ennemi, aussi pertinent puisse-t-il être dans ses constats, et l'idiot utile du mondialisme dans ses conclusions. Dans la dissidence, certains ont la faculté universitaire d'établir des constats et de fournir des faisceaux de preuves, des confirmations. D'autres ont les capacités révolutionnaires de les interpréter et de les transcender en conclusions opératives. Il est difficile de produire les deux à la fois. 10. La notion de solidarité. C'est un des points névralgiques et toujours en présence dans notre critique positive des convergences pré-révolutionnaires où la solidarité est souvent un spectacle, parfois assez sinistre sous certains aspects. La solidarité ne peut pas être uniquement et exclusivement une entreprise de constat de faillite et une association de ras-le-bol, convergeant frénétiquement en un fourre-tout idéologique où toutes les idées se valent et dont le seul lien serait un ennemi commun qui s'évapore en lieu commun entre tous les antagonismes de cette convergence incapacitante, entre tous les non-dits de ce spectacle de solidarité ou de Coluche aux enfoirés. Notre notion de solidarité est à mettre en résonance avec un certain syndicalisme révolutionnaire typiquement français, mais réellement le bien commun en acte et le retour d'expérience du siècle dernier, à travers notamment les cahiers du cercle Proudhon, dans lesquels nous pouvons retrouver des notions cohérentes socialement avec un certain logiciel français que nous ne devrons pas ignorer dans notre future théorisation et activation de notre eurasisme européen. Des notions comme société du don, méritocratie de devoir, critique de la logique du capital, idée de justice sociale, d'héroïsme européen, mais aussi d'autocritique positive, ne sont pas absentes de ce corpus d'idées très riche, mais que nous n'embrassons pas totalement, déjà et simplement parce qu'un siècle s'est écoulé et parce que Georges Sorel et Charles Maurras n'avaient pas la chance de connaître l'eurasisme. 11. L'idée de justice sociale et non de droits sociétaux.
le règne des minorités victimaires de l'avoir, c'est le morcellement de toutes les communautés radicales de l'être. Il y aurait bien entendu énormément de choses à dire au sujet de l'idée de justice sociale, mais cette question rejoint ce que nous disions au sujet de l'idée de liberté. C'est-à-dire que si pour la plupart des démocrates, justice sociale veut dire égalitarisme, nous nous opposons à cette vision de la justice sociale finalement paternaliste et colonialiste. Pour nous, la justice sociale n'a d'égal que la volonté des peuples et leur faculté à s'émanciper. Comme nous ne confondons pas le débat philosophique sur l'égalité et la morale égalitarisme comme machine à produire des inégalités supplémentaires, inutiles et intermédiaires, douces. L'affirmation de la spécificité et de l'identité. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de l'identité. Je pense qu'il n'y a rien à affirmer et personne à convaincre que ce qui se voit se voit. Nous n'avons pas à nous justifier d'être ce que nous sommes, mais il faut incarner cet être, cet esprit intérieur, cette trace intérieure que nous revendiquons. Si l'immigration est un phénomène connu du monde entier, dans différentes proportions, à différentes époques, différents contextes, la crise identitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui est aussi typiquement française et d'une manière générale particulièrement occidentale. Le débat identitaire d'avant-garde, et qui n'a surtout pas lieu dans la sphère dissidente, est celui entre deux visions inégales et irréconciliables de l'identité. Pour faire court, en focalisant sur la France, en la considérant comme une civilisation et en considérant la complexité de la société occidentale, une vision moderne et républicaine et une vision impériomique et traditionnelle de l'identité s'affrontent en filigrane de tous les débats. Nous affirmons que le néo-souverainisme, l'alternationalisme, le nationalisme républicain, en bref, tous les nationalismes hésitants, et les altèrent quelque chose, ont une vision moderne et républicaine de l'identité, que cette vision de l'identité, donc du monde, est compatible avec la logique du capital et qu'elle est incitée par tous les accents de sa dialectique. Nous ne pourrons pas dialoguer avec la Grande Russie sans faire entendre une voix européenne, et en étant volontairement des vassaux, des acteurs mineurs du grand jeu géopolitique par nostalgie des Trente Glorieuses et de Jean Moulin. L'espace identitaire national est légitime et est incontournable dans toutes les perspectives d'articulation philosophique et les hiérarchies d'organisation politique possibles et imaginables. Nous ne sommes pas nationalistes, plus exactement, nous ne sommes pas uniquement et exclusivement nationalistes, mais nous ne sommes pas contre la nation, le territoire et les frontières nationales. Nous disons qu'au-delà de la nation existent d'autres échelles et d'autres espaces civilisationnels. Par contre, les néo-souverainistes se défendent souvent d'être nationalistes et insistent sur le fait qu'ils sont uniquement et exclusivement patriotes. Il faut être endoctriné et hypnotisé pour ne pas comprendre ce que ça sous-entend et ce que ça dit clairement sur le rapport que les néo-souverainistes ont à l'identité et à la souveraineté. Nous sommes patriotes et nationalistes, mais nous sommes aussi et prioritairement continentalistes. Alors, qu'est-ce que le enracinement dans une perspective eurasiste? Vaste question. C'est une croisade contre le monde moderne, c'est une reconquête de tous les espaces identitaires, esthétiques, éthiques et métaphysiques, aussi bien pour l'Européen de branche que pour celui de souche, un djihad exotérique, ésotérique et mésotérique, une reconstruction individuelle mais pas individualiste, qui pourrait donner son modèle en exemple et agir inconsciemment sur la masse, pour ne pas dire subliminalement, sans s'en rendre compte, et sans avoir besoin d'essayer de la convaincre par le discours, sans éprouver le besoin de la réveiller ou avoir la prétention de l'éveiller. Nous ne croyons pas au réenchantement par Internet. Nous ne pouvons nous proclamer d'aucune résistance, révolte, rébellion, révolution, résilience, d'aucune dissidence, sans posséder pour commencer une identité. Et ce chantier est déjà individuellement et localement un défi colossal pour la plupart d'entre nous, tant nos espaces sont désormais virtualisés. Jean Parvulesco disait « Tu es des nôtres, car tu es des tiens ». 13. Le goût des valeurs héroïques. Pour illustrer ce point, je citerai un extrait du texte « La rébellion des peuples européens » déniché encore une fois dans le magazine Rébellion. J'ouvre les guillemets. Commémorer les révoltes des canuts ou de la commune ne remplace pas un programme social clair pour les travailleurs européens d'aujourd'hui. La connaissance de la réalité sociale de notre époque est primordiale, elle n'est plus celle que nos parents ont vécue. Notre analyse du capitalisme doit, pour ne pas être périmée, être basée sur l'observation de la société dans le domaine social. Les beaux discours ne servent à rien, il faut agir concrètement. Le militant socialiste révolutionnaire européen doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Ne jamais oublier que la ligne de front de notre combat passe aussi par les cages d'escalier des HLM. Un lien charnel nous unit à la cause du peuple. Nous partageons les revendications et ses exigences car nous sommes issus de ce peuple de prolétaires. Nous avons comme devoir d'être les défenseurs de notre peuple en étant présents sur le terrain et laissant... Pardon, je reprends. Nous avons comme devoir d'être les défenseurs de notre peuple en étant présents sur le terrain.
ne laissant pas les sociotraîtres et autres gauchistes manipuler et utiliser la détresse de nos compatriotes. J'ai pris un extrait un peu social pour bien montrer que l'héroïsme, c'est pas, ça ne veut pas dire être en bas. Être un héros aujourd'hui, c'est presque sortir de chez soi. 14. Le lien entre l'éthique et l'esthétique. Faites du beau, du juste et du vrai. Ce lien, dans une démarche artistique et métapolitique, est primordial, comme dans la tradition, où il nous faudra désormais puiser nos inspirations dans ses formes et ses symboles, ses mythes et ses archétypes. Le lien entre l'éthique et l'esthétique, c'est aussi le lien, selon moi, entre ésotérisme et exotérisme. Et pour terminer, je citerai Alexandre Douguin et Jean Parvulesco. J'ouvre les guillemets. La 4e théorie politique comme opposition au statu quo. La 4e théorie politique ne peut pas nous être donnée par elle-même. Elle peut aussi bien apparaître que ne pas apparaître. La condition de son apparition est le désaccord. Le désaccord avec le post-libéralisme, comme avec la pratique universelle, avec la mondialisation, avec le postmoderne, avec la fin de l'histoire ou du statu quo, dans le développement par inertie des principaux processus civilisationnels à l'aube du XXIe siècle. Le statu quo et l'inertie ne supposent absolument pas de théorie politique. Le monde global doit être dirigé seulement par les lois économiques et la morale universelle des droits de l'homme. Toutes les décisions politiques sont remplacées par des techniques. La technique et la technologie remplacent par elles-mêmes tout le reste. Le philosophe français Alain de Benoît appelle cela la gouvernance. En lieu et place des politiques qui prenaient les décisions historiques, on trouve des managers et des technologues optimisant la logistique de la gouvernance. Les masses d'êtres humains sont assimilées à une masse unique des objets individuels. C'est pourquoi la réalité post-libérale, la virtualité évinçant de plus en plus la réalité, conduit directement à l'abolition complète de la politique. D'aucuns pourraient objecter ce qui suit. Les libéraux mentent quand ils évoquent la fin des idéologies et qu'en fait, ils restent fidèles à leur idéologie et refusent simplement aux autres le droit à l'existence. Cela n'est pas tout à fait exact. Le cas. Quand le libéralisme, position idéologique, devient le seul contenu de l'existence sociale et technologique présent, il ne s'agit déjà plus d'une idéologie. Il s'agit d'un fait existant. Il s'agit de l'ordre des choses objectives, qui n'est pas simplement difficile, mais absurde de contester. Le libéralisme, à l'époque du postmoderne, passe de la sphère du sujet à la sphère de l'objet. Cela conduira à terme au remplacement complet de la réalité par la virtualité. La 4e théorie politique se conçoit donc comme une alternative au post-libéralisme, non pas comme une position par rapport à une autre, mais comme l'idée opposée à la matière, comme un possible entrant en conflit avec le réel, comme un réel n'existant pas, mais attaquant déjà le réel. De plus, la 4e théorie politique ne peut pas être la suite ni de la 2e théorie politique, ni de la 3e. La fin du fascisme, comme la fin du communisme, ont été non seulement des malentendus dus au hasard, mais également l'expression de la... De plus, la 4e théorie politique ne peut pas être ni la suite ni de la 2e théorie politique, ni de la 3e. La fin du fascisme, comme la fin du communisme, ont été non seulement des malentendus dus au hasard, mais également l'expression de la logique tout à fait claire de l'histoire. Ils ont lancé un défi à l'esprit moderne, le fascisme l'ayant fait presque ouvertement, le communisme de façon voilée, et ils ont perdu. Fermez les guillemets. Alexandre Douguin, extrait du texte de la 4e théorie politique que vous trouverez sur le site The Force Political Theory. J'ouvre les guillemets. Moscou devra donner le signal de départ. Quant à nous autres, on peut déjà s'aventurer à affirmer que la bataille politique décisive pour la mise en activité du projet de l'axe Paris-Berlin-Moscou est déjà commencée et que c'est bien à Moscou que, pour le moment, nous avons choisi d'installer le centre opérationnel de sa mise en situation de départ immédiat. Si c'est à Moscou qu'il appartient à prendre l'initiative, c'est à Moscou que nous allons devoir commencer par mettre la pression. Essayer de susciter la grande lame de fond porteuse de l'enthousiasme révolutionnaire à l'égard de la représentation supramentale collective du projet Paris-Berlin-Moscou. C'est Moscou qui, comme on l'a dit, devra donner le signal de départ. Un mystérieux rituel l'exige. Aussi, devons-nous concentrer toutes nos disponibilités d'agitation, d'influence et d'intervention pour porter à l'incandescence l'intérêt abyssal de nos structures idéologico-révolutionnaires de présence et d'encadrement agissant sur place, à Moscou, de manière à ce que, leur venue, celle-ci puisse déterminer depuis les profondeurs l'entrée en action des médias et des grands groupements d'influence politique, culturelle, voire même religieuse, ainsi que finalement des instances gouvernementales actives pour promouvoir une initiative politique décisive de Moscou en faveur du projet Paris-Berlin-Moscou.
Initiative de Moscou à laquelle nous nous engageons d'obtenir les réponses attendues de Paris et de Berlin. Il faudra donc qu'en même temps, nous entreprenions d'urgence un double mouvement analogue de réveil et d'exacerbation à Paris et à Berlin, en mettant à l'épreuve d'une manière extrêmement intensive les groupes géopolitiques dont nous disposons sur place à l'heure actuelle, afin que la figure mobilisatrice du projet de l'axe Paris-Berlin-Moscou y soit présente et agisse suivant nos plans. Ce qui implique, on se trouvera obligé de le faire, que les groupes géopolitiques sortent de leur clandestinité pour agir à découvert. Situation nouvelle qui ne sera pas sans comporter sûrement d'assez graves dangers. Mais il est néanmoins certain que, de par cela même, la mainmise politique de la soi-disant social-démocratie sur l'ensemble du pouvoir politique en place s'en trouvera violemment contestée. Et que, de toute façon, nous allons devoir aller à l'épreuve de force. Je ferme les guillemets. Jean Parvulesco, La confirmation boréale, la stratégie contre-mondialiste de l'axe Paris-Berlin-Moscou, aux éditions Alexis Farmac. J'ai oublié de citer les éditions Arsmania et Avatar, qui ont édité, nous permettent de lire Alexandre Douguine en français. Il y aurait beaucoup d'auteurs importants pour la pensée eurasiste à citer. Il est inévitable d'évoquer René Guénon et Julius Evola. Pour les citations, j'aurais pu reprendre Jean Thiriard, que je sais cher à Robert Stoker. Robert Stoker qui nous remplit de joie à chaque fois qu'il nous parle de son Europe joyeuse. Je remercie particulièrement Laurent James. J'évoquerai l'existence de Stanislas Ier, roi eurasien du royaume littéraire et eschatologique d'Araucanie et de Patagonie, fils de M. Constantin Parvulesco, que nous remercions chaleureusement pour sa présence honorifique à ses premières rencontres eurasistes bruxelloises, et petit-fils de notre maître à tous, j'ai nommé Jean Parvulesco. Je citerai rapidement quelques penseurs comme Francis Cousin, Gabriel Adinolfi, Laurent Zan et Thierry de Crozal, intéressants pour notre cause. Je me permettrai un clin d'œil à Claude Bourrinet, Jean-Paul Bourg et Tony Bayarja, que je ne connais pas mais que je tenais à évoquer aujourd'hui. Je tenais également à citer Vincent Chapil, Lancelot, ainsi que je vous incite vivement à visiter les blocs Les délices de l'âge de fer et l'encyclopédie du souterrain. Je remercie également Claire, la grande touriste, Charles Mallet, Adrien, Julius Varuna, Perceval, Alexandre et ma compagne pour leur contribution de près ou de loin à l'Eurasie. Pour terminer, je tenais à saluer mes camarades de la dissidence française, le Cercle non conforme, Civitas Belgique, mais aussi Voxener, nos camarades belges et italiens de l'association culturelle Zénith, la revue Métapolitique Rébellion, les Spéléologues d'Avalon, le Bréviaire des Patriotes. Je ne désespère pas de revoir le site limbe de Maël Mathieu remis en ligne. Pardon à ceux que j'oublie. Vive la Belgique, vive la France, vive l'Europe, vive la Russie. Je vous remercie.